« 2300 pièces, 1944 fenêtres, 352 cheminées. Bienvenue au château de Versailles, un simple relais de chasse devenu le plus beau château du monde par la volonté d'un roi tout-puissant, Louis XIV. Août 1648. À peine installé sur le trône de France, le jeune roi, qui est âgé de 10 ans, doit faire face à une crise sans précédent. Le peuple et la noblesse contestent l'autorité du pouvoir royal qu'ils jugent abusive. Une guerre civile éclate. C'est la Fronde. Elle va durer jusqu'en 1653. Des insurgés pénètrent même dans le palais royal en plein cœur de Paris et menacent le jeune Louis XIV. Cet épisode lui laisse un souvenir amer. Dès lors, il n'a plus qu'une obsession, installer la cour hors de Paris pour ne plus être pris au piège en cas de nouvelles émeutes. En 1661, il se met en quête d'une autre résidence. Elle doit être à bonne distance de la capitale et assez vaste pour abriter sa cour. Il pense à Versailles, une petite ville située à 16 km de Paris. Son père, Louis XIII, y avait fait construire un relais de chasse qu'il affectionne tout particulièrement. Mais il y a un hic. C'est un peu exigu. Le roi voit grand. Il désire loger des milliers de courtisans et surtout exposer sa toute-puissance au monde entier. Il faut à Louis XIV un château digne de sa grandeur, quelque chose qui ressemble à ceci. Vaux-le-Vicomte, le somptueux palais de son ministre des Finances, Nicolas Fouquet. Et il est si extraordinaire qu'il rend le jeune roi fou de jalousie. Louis XIV convoque alors les 3 cerveaux qui ont construit Vaux-le-Vicomte. L'architecte Levaux, le paysagiste Lenôtre et le décorateur Lebrun. Les premiers travaux d'aménagement débutent en 1661. Le roi veut faire de Versailles sa résidence, mais aussi le siège du gouvernement et de sa cour, environ 10 000 personnes. Pour héberger ce petit monde, il faut de nouvelles ailes, mais aussi d'immenses jardins. Les travaux vont mobiliser jusqu'à 36 000 ouvriers et coûter plus de 100 millions de livres, ce qui correspond aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros. Ce chantier dantesque va durer plus de 50 ans, jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715. Alors si je vous dis Versailles, vous pensez évidemment au roi Soleil. Et lorsque vous l'imaginez, vous visualisez ces énormes perruques. Mais au fait, pourquoi les hommes portaient-ils autrefois ces postiches? D'où vient cette mode et pourquoi a-t-elle disparu? Mathieu Gubert, notre spécialiste des modes de vie, va tout nous expliquer sans couper les cheveux en 4. Non mais allô quoi, t'es un gentilhomme et t'as pas de perruque? Non parce que dans la série Les Nobles à Versailles, la perruque c'est plus qu'un accessoire de mode, c'est tout un symbole. Petit flashback. Les Romains les utilisaient pour cacher leur calvitie qui symbolisait le dépérissement, la vieillesse quoi. Après la chute de l'Empire romain, les perruques disparaissent au profit des cheveux longs, symbole de la puissance et de la force, tels des guerriers barbares. Mais en France, vers 1620, la perruque est remise au goût du jour par Louis XIII qui commence à voir son crâne se dégarnir. Et comme pour les Romains, quand on est roi, perdre ses cheveux, c'est perdre de sa vitalité, donc de sa puissance. Les courtisans, par mimétisme, vont faire pareil. Mais c'est sous Louis XIV qu'on parle de l'âge d'or de la moumoute. Pour les mêmes raisons que son père, le roi Soleil adopte la perruque à l'âge de 20 ans. Il en possède d'ailleurs toute une collection et en change 3 à 4 fois par jour. Ce sont de véritables crinières qui peuvent peser jusqu'à 1 kg. La perruque devient très vite un marqueur social, un accessoire de prestige. Les plus beaux modèles tressés avec de véritables cheveux peuvent coûter jusqu'à 1000 écus, soit l'équivalent de 15 000 euros. Oui, alors je sais ce que tu vas me dire, Jamie, 15 000 euros, c'est le prix d'une voiture. En même temps, à Paris, ça roule pas, alors... Merci Mathieu. C'est vrai qu'en voiture, on peut parfois s'arracher les cheveux. C'est la pièce la plus célèbre du château. Un long couloir de 800 mètres carrés orné de 357 miroirs. En temps normal, elle accueille plus de 3 millions de visiteurs par an venus du monde entier. Et dire qu'à l'origine,
ce n'était qu'une simple terrasse qui séparait deux ailes du château. 1678. Louis XIV a 40 ans et il est au sommet de sa gloire. Il veut en mettre plein la vue à l'Europe entière et pour cela, il a une idée. Faire construire une galerie exceptionnelle qui serait le reflet de sa puissance. Ces architectes imaginent alors une immense salle, 73 mètres de long, 10 mètres 50 de large, mais ce qui doit la rendre unique, ce sont ses miroirs. La tâche n'est pas simple. Pour bien faire, il faudrait aller à Venise, où les miroitiers ont acquis un savoir-faire qu'ils protègent jalousement. Mais pour Colbert, Premier ministre de Louis XIV, il est hors de question de les acheter en Italie. Les miroirs de la galerie seront français. Problème, en France, aucun artisan ne maîtrise la technique du miroir comme à Venise. Colbert a alors une idée de génie. Il envoie des espions en Italie et s'arrange pour convaincre les meilleurs ouvriers vénitiens de venir travailler à la manufacture royale de glace de miroirs. Mais les verriers sont capricieux et finissent par repartir très vite en Italie. Ciao, ciao. Les fabricants français vont alors prendre le relais. C'est finalement une glacerie normande qui réussit à fabriquer les 357 miroirs. Symbole de la grandeur et de la puissance française, la galerie s'impose très vite comme un haut lieu de représentation politique. En 1870, la France vient de perdre la guerre face à la Prusse. Et c'est à la Galerie des Glaces que le chancelier Bismarck et Guillaume Ier, alors roi de Prusse, font proclamer l'Empire allemand. Un coup dur pour la France. Mais les Français auront leur revanche en 1919. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands reviennent dans la galerie, mais cette fois en vaincus, car c'est ici que sera signé le traité de Versailles. La Galerie des Glaces est un lieu symbolique, mais ce n'est pas la seule particularité de Versailles. Le château abrite une curiosité scientifique unique au monde. Notre journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, Camille Gobert, a fait un rapide aller-retour à Versailles pour nous décrire cette machine fascinante. Laisse-moi te raconter une histoire, Jamy. C'est un ingénieur, un horloger et des bronziers qui conçoivent un objet scientifique unique au monde de plus de 2 mètres de haut qui a eu domicile au château de Versailles en 1754. Il s'agit de la pendule astronomique de Louis XV qui a été pensée pour fonctionner jusqu'à l'an 9999. Si on parle de pendule astronomique, c'est qu'elle ne se contente pas de donner l'heure. La pendule indique l'état du ciel avec chaque signe du zodiaque et précise la position des planètes du système solaire autour du Soleil, depuis Mercure jusqu'à Saturne. Pas de Neptune ni d'Uranus qui n'ont été découvertes que des années plus tard. Un cadran à part indique également les phases de la Lune et un autre affiche la date et le jour de la semaine, conçu pour tenir compte des années bissextiles. Wow. Enfin, le pendule en bas indique les secondes, une rareté à l'époque. La conservatrice Hélène Delalex connaît bien cette pendule, une prouesse scientifique qui a nécessité 36 ans de travail. L'ingénieur Claude Siméon Passement a d'abord mis 20 ans pour concevoir les tables astronomiques qui prévoient la position des planètes et imaginer le globe planétaire et l'horloge. L'horloger Louis Dottiot a ensuite mis 12 ans à réaliser l'objet. Pour protéger le mécanisme, les bronziers Jacques et Philippe Caffieri, père et fils, mettent alors 4 années supplémentaires pour réaliser le cabinet de bronze de la pendule. Son arrivée à Versailles est un véritable événement. Elle est installée dans le grand cabinet du petit appartement du roi, qui deviendra le cabinet de la pendule. Mais le mécanisme de la pendule astronomique est très sensible. La moindre vibration perturbe son fonctionnement. Elle s'est d'ailleurs arrêtée en 1756 à cause d'un tremblement de terre survenu à Lisbonne et ressenti à Versailles. Pour cette raison, la pendule astronomique est posée sur un socle qui l'isole du sol. Si vous voulez voir la pendule astronomique de Louis XV, il faudra patienter, car elle subira bientôt une grande restauration avant d'être exposée en octobre 2022 au château. Merci Camille, mais on espère te revoir très vite. En attendant, on peut toujours visiter ces jardins, et pour visiter un jardin, il faut prendre son temps. Versailles, c'est la démesure, et un château démesuré, jardin démesuré. Ceux de Versailles occupent 830 hectares, l'équivalent de 1150 terrains de football.
On y trouve aujourd'hui 350 000 arbres et 300 000 fleurs y sont plantées chaque année. Et pourtant, pas une branche ne dépasse. C'est le plus bel exemple de ce que l'on appelle un jardin à la française. Un jardin caractérisé par la géométrie de son dessin, des allées bien droites et de grandes perspectives. Pour parvenir à ce chef-d'œuvre, Louis XIV fait appel au meilleur paysagiste de son temps, André Le Nôtre. C'est le créateur des jardins de Vaux-le-Vicomte. Pour lui, le défi est de taille. Louis XIV veut le plus beau jardin du monde. Le Nôtre a alors une idée révolutionnaire pour l'époque, associer l'art et la science. Pour y parvenir, il va s'inspirer d'un livre, le traité d'optique du philosophe René Descartes. Il y pioche des idées lumineuses, un jardin en terrasse construit sur plusieurs niveaux. Il crée ainsi des perspectives en trompe-l'œil. Regardez, vu du château, on a l'impression que le Grand Canal commence au pied de la terrasse. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Entre la terrasse et le canal se trouve en réalité un jardin qui a été conçu sur un niveau inférieur. Invisible depuis le château, il n'apparaît qu'une fois qu'on s'en approche. Le roi est bluffé. Le Nôtre est donc un véritable illusionniste, mais c'est aussi un perfectionniste qui ne laisse rien au hasard, comme en témoignent les 155 statues qui ornent le jardin. Elles ne sont pas simplement décoratives, chacune délivre un message. Vous voyez cette statue d'Apollon qui émerge de l'horizon sur un char tiré par les chevaux du soleil? Elle symbolise la course du soleil dans le ciel. Et le soleil, c'est qui? Louis XIV, bien sûr.